Lundi le 28 juin, vous écoutez En Zone Neutre, le podcast sportif 100% sportif matinal. 28 juin déjà, on s'enligne vers la fête du Canada jeudi. J'espère que vous allez bien. Et qu'est-ce qui arrive ce soir? Début de la finale de la Coupe Stanley. Coupe Stanley qui opposera le Canadien de Montréal. Ben oui, tout est chose. Le Canadien de Montréal affrontera le Lightning de Tampa Bay. Lightning de Tampa Bay qui est un petit peu plus habitué que le Canadien de se retrouver en finale. Deuxième année consécutive, le Lightning l'avait emporté l'année dernière contre les Stars de Dallas et Corey Perry. À suivre, Corey Perry qui se retrouve en finale de la Coupe Stanley pour la deuxième année de suite. Il y a plein d'histoires. Hein? Quand on arrive en finale de la Coupe Stanley, là, il y a plein d'histoires qui sortent, des trucs impossibles, des fun facts, puis tout ça. Et Patrick Maroon, le joueur du Lightning de Tampa Bay, se retrouve en finale de la Coupe Stanley pourrait remporter en fait la Coupe Stanley pour une troisième année consécutive. Donc, l'année dernière, il l'a remporté avec le Lightning de Tampa Bay parce qu'il a été échangé pendant la saison. Il a été échangé au Lightning. Lui qui était avec les Blues de Saint-Louis, qui l'avait emporté l'année d'avant. Donc, en 2019, les Blues de Saint-Louis l'ont emporté. Patrick Maroon faisait partie de cette équipe-là. Le Lightning l'emporte l'année passée dans la bulle. Hein, on se souvient des séries un petit peu bizarres, là, 24 équipes au lieu de 16. Et bref, c'est ça. Le Lightning qui l'emporte l'année passée avec Patrick Maroon et il est encore de la formation avec le Lightning de Tampa Bay cette année. Donc, une chance de remporter la Coupe Stanley une troisième année consécutive. Et ça, c'est pas arrivé depuis les années 80 où est-ce que dans la dynastie là, des Islanders de New York, il y avait 5 joueurs des Islanders là, qui l'avaient emporté 3 années de suite. Et il n'y a pas tant de joueurs que ça qui ont remporté la Coupe Stanley 3 années de suite, puis ça inclut les dynasties du Canadien de Montréal, des Oilers d'Edmonton et des Islanders de New York, là, qui sont je pense, les plus grandes streaks là, de victoires de Coupe Stanley d'affilée. Avec, je pense que les 3 équipes en ont aligné 5. Le Canadien le fait à plusieurs reprises. Et malgré tout, il y a à peu près une liste, si je ne me trompe pas, là, de 80 joueurs ou quelque chose comme ça qui ont réalisé cet exploit-là de remporter la Coupe Stanley à 3 années consécutives. C'est pas tant que ça, 80, quand tu y penses, avec ces dynasties-là, justement. Fait que c'est une statistique qui m'a un peu frappé, là. Qui m'ont un peu frappé de voir ça en fin de semaine. Donc, Patrick Maroon pourrait remporter la Coupe Stanley. Et là, on est à l'heure des prédictions. Qui remportera la Coupe Stanley? Est-ce que vous êtes du côté du Canadien? Est-ce que vous êtes du côté du Lightning? Je pense que la plupart des Québécois sont du côté du Canadien, bien entendu. Par contre, s'il y a une formation qui ressemble ou qui peut être pour laquelle on pourrait avoir un peu de sympathie ou qu'on se reconnaisse dans une autre équipe de la Ligue nationale que le Canadien de Montréal, ce serait le Lightning de Tampa Bay. À sa tête, le directeur général Julien Brisebois, qui est un Québécois. Plusieurs Québécois qui travaillent avec Julien Brisebois dans l'organisation. Donc, on les connaît pas tous, là, mais dans l'administration puis dans la direction de l'équipe. Ensuite de ça, il y a des Québécois. Il y a des Québécois avec la formation. David Savard, le défenseur. Il y a Alex Killorn, Yannick Gourde. Il y a Alex Killorn qui est un Montréalais qui s'exprime en anglais, mais il parle aussi un peu français, mais c'est un Québécois aussi. Donc voilà. Et dans sa filiale, le Lightning de Tampa Bay est coaché dans la Ligue américaine par Benoît Groulx. Benoît Groulx de Gatineau, donc le Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine qui est coaché par Ben Groulx. Donc, c'est une formation dans laquelle on peut se reconnaître un peu, mais bon, on ne va pas les encourager. On va encourager le Canadien. Ça commence ce soir. Je vais y aller de ma prédiction. Un peu homie, OK? Je vais y aller pour le Canadien. Et je crois que le Canadien va l'emporter en 7. Ça, c'est mon
mon cœur ou le fait que je suis embarqué complètement derrière l'équipe canadienne là, qui représente le Canada. Puis là, maintenant, en finale de la Coupe Stanley, ben là, il n'y a plus de représentation. Là, on cheer pour le Canadien. Une 25e Coupe Stanley, ce serait assez incroyable. Et je regardais un peu le parcours du Canadien dans ces séries-là. Puis je l'ai dit à plusieurs reprises sur le podcast, là, il y a de la magie autour de cette équipe-là. Là. C'est comme impossible que ça se soit fait complètement naturellement. Là. C'est sûr qu'il y a un astre divin ou je ne sais pas comment le dire là, qui est intervenu dans ces séries-là. Mais c'est complètement fou. Là. Quand on y pense, le Canadien, première série, en première ronde, affrontait les Maple Leafs de Toronto. Et la seule chance qu'on donnait aux Canadiens dans cette série-là, parce que sur papier, on leur donnait pas la série, là. Et la seule chance qu'on donnait aux Canadiens, c'était l'espèce de gang qui frappe les Maple Leafs depuis des années et qui sont pas capables de passer une première ronde et qui n'ont pas gagné la Coupe Stanley depuis 1942. Donc c'est la seule chance. La seule chance qui revenait aux Canadiens, c'était la malchance des Maple Leafs, autrement dit. Et à un moment donné dans cette série-là, Carey Price s'est levé. Carey Price a été solide tout au long des séries. Et le Canadien est revenu de l'arrière, perdant 3-1 dans cette série-là, l'emporte en 7 matchs. Et la magie s'est opérée une fois de plus en deuxième ronde contre les Jets de Winnipeg. Mark Scheifele qui frappe Jake Evans à la fin du premier match alors qu'il va marquer dans un filet désert et suspendu pour le reste des séries, Scheifele. Et le Canadien l'emporte en 4, facilement même. Les Jets n'ont pas été là dans cette série-là, mais pas du tout. Et la troisième ronde par la suite, il n'y a pas personne qui donnait une moindre chance aux Canadiens de remporter cette série-là. Ne serait-ce que, en fait, il y a du monde qui avait choisi le Canadien pour remporter cette série-là, mais c'était plutôt dans l'optique où est-ce que, coudonc, il y a de l'air d'avoir de quoi qui se passe avec cette équipe-là. Ils ont gagné 2 premières rondes. Là, ils s'en vont contre Vegas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en réalité, sur papier, il n'y a personne qui donnait une chance aux Canadiens de gagner contre Vegas. Là. Ceux qui ont pris le Canadien, c'était par cœur. Et le fait que, il avait bien joué dans les deux premières séries. Mais sur papier, à 82 points de classement pour les Golden Knights. Puis je rappelle, c'est une saison de 56 matchs. Là. C'est pas une saison complète. Donc 82 points en 56 matchs, c'est énorme. Les Golden Knights qui venaient de sortir d'une grosse série contre l'Avalanche, il n'y a pas grand monde. Il y a des gens qui ont dit Montréal en 6 ou en 7, là, mais je ne suis pas sûr qu'ils croyaient vraiment, tu sais. Et le Canadien, qui l'emporte en 6. Même pas en 7. Là. Non. En 6 matchs contre la meilleure équipe de la Ligue nationale dans la saison régulière. Comme quoi, ça veut rien dire. Hein? Ça te prend... les séries, là, c'est spécial. Un bon gardien, des performances hallucinantes, puis des stitches d'en face, là, des points de suture, parce que les Canadiens vont sortir de ces séries-là assez amochés quand on regarde la face à Corey Perry, la face à Jeff Petrie, les yeux de Jeff Petrie, la face à Brendan Gallagher, qui se ressemblent à peine. Ils vont sortir amochés de ces séries-là, c'est certain, mais ça en vaut la peine, rendu en finale de la Coupe Stanley, aussi bien d'aller jusqu'au bout. L'autre affaire que j'ai discuté avec des amis, dont mon frère, qui est plutôt bon analyste de hockey, là, étant directeur général et entraîneur-chef des Flames de Gatineau dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Il connaît quand même pas pire son hockey, puis on se demandait, c'est qui le meilleur adversaire pour le Canadien en finale de la Coupe Stanley avant de savoir que ça allait être le Lightning. Est-ce que c'est le Lightning qui était le meilleur fit ou les Highlanders? Et quand on regarde la formation avec les joueurs et tout ça, on pouvait penser que le meilleur fit pour Montréal, c'était les Highlanders. Les Highlanders ont moins de punch offensif. Probablement, au niveau du gardien de but, c'est peut-être un petit peu en deçà aussi du Lightning, avec Vasilevski qui est en liste pour justement le trophée Vezina, remis au meilleur gardien. Et donc le meilleur fit sur papier,
c'était probablement les Highlanders. Et là, on en discutait, puis on se disait, ben, le Canadien a été très, très fort pour contrer les grosses attaques adverses. Donc, il a contré les Maple Leafs à sa façon, si on veut. Les Jets, c'était une équipe qui était capable de marquer beaucoup de buts, là. Si on garde Scheifele dans la formation avec Blake Wheeler, Nicolas Ehlers, en tout cas, j'oublie Connor. C'est une bonne offensive et le Canadien les a complètement shut down. Et c'est ce qui est arrivé avec Vegas aussi. L'offensive de Vegas, on vous en parlera à Mark Stone puis à Max Pacioretty. Je pense qu'eux autres, ils ont été assez contrecarrés, mettons. Ils n'ont pas pu faire grand-chose, autrement dit. Et donc, ça nous a amené à avoir la même réflexion. Est-ce que de la manière que le Canadien joue en ce moment, est-ce que le perfect fit, ça serait pas justement le Lightning, parce que le Lightning joue un peu un système qui ressemble peut-être un peu plus aux Golden Knights, très offensif, grosse contre-attaque, un gros power play, ça c'est certain, une équipe qui est bâtie pour l'offensive, mais qui est capable de bien jouer défensivement aussi. Est-ce que le Canadien n'est pas plus motivé à jouer contre une grosse formation comme ça, avec la mission de les arrêter et de capitaliser sur des revirements, par exemple? C'est ce que le Canadien a fait beaucoup, là, donc, la question se posait. La question se pose encore, d'ailleurs. Est-ce que le Lightning, c'est un meilleur fit que les Highlanders pour le Canadien? C'est sûr que si le Canadien se fait sortir en 4, on va dire non, c'était pas le meilleur fit, le Lightning. C'est la meilleure équipe de la Ligue nationale, blablabla. Sauf que si le Canadien amène ça jusqu'en 6-7, avec des grosses performances, défensives, grosses performances de carry, tout ça, ben là, on pourra parler peut-être là, du fait que le Lightning, c'était peut-être le meilleur fit pour le Canadien en finale. Et une équipe qui l'a déjà remporté la Coupe Stanley, on dit « Oh, c'est une équipe avec de l'expérience, ils savent comment gagner. » Oui, mais c'est aussi une équipe qui est allée jusqu'au bout l'année passée, qui est peut-être un peu plus fatiguée. Quoique ça ne tient pas la route parce qu'il y a quelques joueurs qui n'ont pas joué cette année et ça, c'est discutable. Hein? Le Lightning qui a joué avec les règlements. Hein? Kucherov n'a pas joué de la saison. Stamkos n'a pas joué de la saison. Techniquement, il serait 18 millions au-dessus de la masse salariale. Et ce qui fait que, bon, une équipe qui dépasse le cap salarial ne devrait pas pouvoir jouer en finale de la Coupe Stanley. Donc ça va être peut-être à la Ligue nationale à revoir cette réglementation-là, mais il y a des bons éléments qui sont reposés. Est-ce que là, avec Kucherov, on ne sait pas, est-ce que Kucherov va jouer? Kucherov était blessé à la fin de la série contre les Highlanders. Est-ce qu'il est remis de sa blessure? Est-ce qu'il va jouer contre le Canadien ce soir? Je ne le sais pas, j'ai pas vu si ça avait sorti non plus. Mais est-ce que c'est un retour du balancier? Kucherov qui a été déclaré blessé toute la saison et qui revient dans les séries frais comme une rose et que là, oups, il se blesse avant la finale de la Coupe Stanley. Espérons que on va lui souhaiter la santé, mais espérons qu'il ne joue pas pantoute de cette série finale-là, ce qui replacerait les choses un petit peu en perspective. En tout cas, bref, à suivre, mais je l'ai dit, Canadien en 7. Et ça, c'est le cœur québécois qui parle. Et si j'y vais avec plutôt la raison et les statistiques, tout ça, je pense que, puis je ne me risquerai pas à dire un nombre de matchs, tout ça, mais je pense que techniquement, le Lightning devrait l'emporter. Mais l'autre affaire, on a parlé, le Canadien a droit maintenant d'accueillir 3500 personnes au Centre Bell, ce qui n'est pas énorme. Est-ce que ça va changer pour les matchs 3 et 4 à Montréal? D'ailleurs, pour le match 3, le Canadien devrait retrouver son entraîneur, Dominique Ducharme, à Montréal. Donc, c'est une bonne nouvelle de ce côté-là. Est-ce qu'il va y avoir des partisans du Canadien à Tampa Bay? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de partisans du Canadien? On n'est pas dans la saison des Snowbirds nécessairement, mais il y a des gens dans cette région-là qui ont appris à aimer le Canadien, j'imagine, par leur relation avec des Snowbirds. Et il y a des gens, des Québécois qui vivent maintenant 12 mois par année en Floride. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de partisans du Canadien en Floride? J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je sais que les Lightning ont leur fanbase. Le Lightning a remporté la Coupe Stanley à plusieurs occasions, là, à 2 reprises, si je ne me trompe pas. En 2004, l'année passée. L'ont-ils gagné avant ça? Peut-être. En tout cas,
Bref, c'est au moins 2 fois la Coupe Stanley. Donc, le fanbase est là du côté du Lightning. Ils ont leurs partisans, ils ont un superbe arena, puis tout ça. Mais, finale de la Coupe Stanley contre le Canadien de Montréal, s'il y a des fans du Canadien à Tampa, d'après moi, ils ont sûrement acheté des billets. Là. Ils verront pas ça. Ils verront probablement plus ça pendant un petit bout. Là. Montréal en finale contre le Lightning dans leur région, tout ça. Fait que à suivre, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce soir si on va avoir un petit olé, olé, olé dans les estrades du Amalie Arena à Tampa. Bref, à suivre. On parle beaucoup de hockey, c'est sûr. On va parler un petit peu de baseball. Les Blue Jays de Toronto sont en feu. Les Blue Jays ont aligné une série de victoires en fin de semaine. Ont perdu un match, si je ne me trompe pas, c'est samedi. Retour sur le sentier de la victoire hier. Si bien que se retrouve avec... ont dépassé le cap des 40 victoires présentement. Donc, joue à quelques matchs au-dessus de 500. Si je ne me trompe pas, ils sont à 5 matchs, 5 matchs de la tête dans la division. Et, bref, sont à 5 matchs de la tête de la division et à 5 matchs de la tête de la Ligue parce que les Rays de Tampa Bay sont la meilleure équipe présentement dans la Ligue américaine. Et, ils perdent plus. Ils ont perdu hier, mais bref, ils sont bien durs à rattraper. Donc là, c'est important d'aligner les victoires pour aller au moins se positionner deuxième dans la division en vue d'atteindre l'espèce, je vais en parler un petit peu, là, le 100e match de la saison. C'est là qu'on commence à dresser un portrait un petit peu plus clair de qu'est-ce que ça va avoir lieu, les séries, qu'est-ce que ça va avoir, à quoi ça va ressembler. Et on arrive près de là. On arrive près de là. Donc, quelques matchs encore, je dirais peut-être une vingtaine de matchs avant d'arriver à la marque des 100 matchs. 15-20 matchs, bref. Donc, si les Blue Jays peuvent continuer sur cette belle lancée-là, sont en congé ce soir, reprennent mardi, comme la plupart des lundis, là, les Blue Jays ne jouent pas. Donc, mardi, sont de retour. Si je ne me trompe pas, attendez un petit peu, mardi, c'est contre... mardi. Juste parce que je le cherche, je ne l'ai pas dans la face. Mardi contre... les Mariners de Seattle. Donc, mardi, mercredi et jeudi contre les Mariners. Les Mariners qui ont une bonne formation, 41 victoires, 38 défaites. Les Blue Jays, 40-36. Donc, il y a 76 matchs de jouer pour les Blue Jays. Donc, ça va être intéressant de suivre ça là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Et là, j'en ai parlé un petit peu. Là, c'est Wimbledon qui commence aujourd'hui, by the way, au tennis, là, pour ceux qui suivent le tennis. Wimbledon commence aujourd'hui. Donc, pour les 2 prochaines semaines, je vais vous donner les résultats beaucoup. Ça a commencé à 6 heures ce matin. Là, je n'ai pas vu aucun résultat. Sinon, à l'Euro, là, on est dans les 8e de finale. L'Euro présentement, grosse surprise, selon pour moi, là, qui n'est pas un grand connaisseur, mais la République tchèque qui bat les Pays-Bas 2-0, qui passe en quart de finale. Donc ça m'a surpris un peu. Le Danemark qui bat le Pays de Galles aussi 4-0. Ça m'a complètement jeté à terre. J'étais sûr que le Pays de Galles allait passer. Et dans les autres matchs, pas trop de surprises. Donc l'Italie qui l'emporte 2-1 contre l'Autriche. Ça, c'était à prévoir, une victoire de l'Italie. Et dans un clash, là, la Belgique contre le Portugal, parce que le Portugal avait bien fait en ronde préliminaire, mais la Belgique qui est classée meilleur pays au monde présentement. Donc la Belgique l'emporte 1-0, qui vont passer en quart de finale aussi, et le Portugal est éliminé. Aujourd'hui, on surveille bien sûr 2 matchs, et les deux gagnants de ces matchs-là vont s'affronter en fait. Donc la Croatie contre l'Espagne à midi et la France contre la Suisse à 15h cet après-midi. Et les deux gagnants vont s'affronter par la suite en quart de finale. Donc, grosse chance qu'on voit peut-être la Croatie passer avec Modric, un des meilleurs joueurs au monde présentement. J'ai bien hâte de voir ça. L'Espagne qui est toujours à surveiller, toujours très bon. Ça va être un clash ça, à midi. Et la France contre la Suisse, on devrait voir les Français passer sans trop de problèmes. Et par la suite, affronter le gagnant de la Croatie et de l'Espagne. Et sinon, dans les matchs qui restent, là, demain, un autre clash à midi, l'Angleterre contre l'Allemagne, 2 puissances mondiales. Les Anglais qui sont très, très, très forts présentement. L'Allemagne qui a passé comme 3e équipe repêchée, dans le fond, dans le groupe de la mort, qui était avec la France et le Portugal. Donc, l'Allemagne qui passe, mais qui n'a pas connu une grande
phase préliminaire, mais ça demeure quand même une maudite bonne équipe de soccer, donc à suivre. Et à 15h, demain, la Suède contre l'Ukraine, donc que je connais un peu moins. Fait que à suivre du côté de l'Euro. Fait que c'est pas mal ça. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans le sport en fin de semaine? En F1, en Autriche, Max Verstappen qui l'emporte. Et Lance Stroll, bon résultat, 8e, pas si mal, 8e avec son signe du Canadien sur son casque. Ça a fait jaser sur les médias sociaux un peu. Lance qui a mis un beau signe du Canadien sur son casque. Puis là, c'est devenu le chouchou. Je pense que, en tout cas, bref, la F1 a une très, très grande visibilité internationale. Donc, c'est bon pour le Canadien d'un côté. Et du côté du Canada ou de l'Amérique, le fait d'avoir un logo du Canadien sur le casque de Stroll, ça donne une bonne visibilité à Stroll parce que bien que ce soit un des athlètes canadiens les plus connus dans le monde entier, ici au Canada puis au Québec, c'est un peu le fils à papa qui a eu sa place en F1 parce que son père était millionnaire. Puis c'est pas ça, c'est un grand athlète. Là. Fait que c'est le fun qu'il y ait un petit peu de visibilité de ce côté-là et que lui fasse rayonner le Canadien. Fait que c'est un beau. C'est un partenariat probablement improvisé, mais c'est un beau partenariat pour les deux parties. Ça donne un peu de sympathie à Stroll qui, au Québec et Canada, n'est probablement pas reconnu à sa juste valeur. Là. Il fait partie quand même des 22 meilleurs pilotes de course automobile au monde, donc c'est quand même pas rien. Et une belle visibilité internationale pour le Canadien parce que ces images-là sont retransmises à travers le monde. Donc souvent, on voit par exemple le top du casque du pilote. Là, on voyait, c'était un peu drôle aussi à la télé là, de voir le signe du Canadien sur le casque. Et étant donné que Stroll a fini dans le top 10, on l'a vu à quelques occasions à la télé aussi. Fait que c'est intéressant. Beau partenariat improvisé, comme je l'ai dit. Donc, voilà pour ce matin. Jeudi passé, j'ai eu la chance là, dans le podcast live de faire une espèce de ligne ouverte stagée. Donc, j'ai reçu plusieurs collaborateurs ou plusieurs invités que j'avais déjà eus sur le podcast pour faire leurs prédictions. Pour le match qui avait lieu le soir, donc jeudi soir dernier, quand le Canadien a éliminé les Golden Knights en prolongation 3-2. Et je tiens à féliciter mon chum Renaud Bourbonnais qui a mis right on. Il avait prédit 3-2 pour le Canadien et il avait prédit la prolongation. Donc, bravo Renaud, puis merci pour tes collaborations et merci à tout le monde qui a participé. Jean-François Barry était là, on a eu Phil Tremblay, on a eu plein de monde. C'était vraiment intéressant. Mes chums humoristes, Steven Bilodeau, Joe Dion, merci les boys. J'ai vraiment eu du fun. On a même resté pour jaser un petit peu après, mais plus d'humour là, que de sport. Puis ça a fait du bien, c'était vraiment cool. Et on va probablement remettre ça là, cette semaine là, pour les. On va voir comment ça se dessine, là, les 2 premiers matchs de la série. Mais peut-être que pour le premier match à Montréal vendredi, on va faire quelque chose. Sinon, dimanche prochain, c'est le repêchage annuel dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Il y a eu le repêchage en fin de semaine, le vendredi et samedi, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et que dire des nouveaux chandails des Olympiques de Gatineau qui sont incroyables. Je les trouve tellement beaux. On a refait le design un peu du chandail. On a gardé le logo un petit peu grossi en avant, tout ça. Mais on est allé un peu ligné à la Voltigeur Rempart, là, un petit peu dans ce style-là, mais avec les couleurs des Olympiques. Et je trouve ça super beau. Le chandail blanc ressort tellement. C'est vraiment, en tout cas, j'ai vraiment hâte de les voir sur la glace. Je vais m'en procurer un, c'est certain. Mais c'était vraiment des beaux chandails. Là. Bravo à l'organisation, très bien faite. Bravo aux joueurs qui ont été sélectionnés, notamment les joueurs de l'Outaouais, bien sûr. Je pense au jeune Justin Julien qui a été repêché par les Olympiques de Gatineau, justement, en 6e ronde, qui a pu enfiler le chandail, était sur place en Outaouais et tout. Donc, ça a dû être un très beau moment. Donc, félicitations à Justin et à tous les joueurs sélectionnés. Félicitations à Nathan Barry aussi, le fils à Jean-François. Jean-François qui est venu sur le podcast à 3-4 occasions déjà. Un gars super généreux, pour qui j'ai beaucoup de respect et on a suivi de très près tout ça, le repêchage. Là, on a suivi ça là, justement pour voir quand Nathan allait sortir. Nathan qui est sorti en première ronde, 18e choix au total par le Drakkar de Bécomo. Donc, ça en va un peu loin, mais on va aller le voir jouer quand il va venir jouer à Gatineau dans le nouveau centre Slush Poppy. Donc, félicitations. Donc, comme je le disais, dimanche prochain, maintenant, c'est le temps, c'est au tour de la Ligue de hockey junior 3 du Québec de faire ses assises annuelles. Et je vais être live sur la page Facebook des Flames de Gatineau, justement. Mon frère est directeur général et entraîneur-chef et j'aurai la chance
commence cette saison avec l'organisation d'animer le podcast de l'équipe, donc le Flamescast. Et on va être en direct dimanche pendant le repêchage. Ça commence à 9h le matin. On va faire des entrevues avec le directeur général, avec l'organisation, les recruteurs, tout ça. On va avoir des anciens joueurs en entrevue. On va avoir des nouveaux joueurs sélectionnés. On va essayer de les avoir en entrevue aussi. Bref, du gros fun et vous allez pouvoir suivre ce qui se passe avec la formation gatinoise tout au long de la journée grâce à nos interventions live sur la page Facebook des Flames. Donc, à suivre dimanche prochain. Dimanche qui va être le 4 juillet. Donc, soyez là sur la page des Flames de Gatineau, sûrement retransmis en simultané sur mes pages à moi aussi. Donc, c'est ça, à suivre. Et je tiens à remercier encore une fois l'Auberge et Club de Golf Héritage qui présente ce podcast. J'ai oublié de le dire au début, mais quand même, l'image est assez claire dans le coin ici. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vous n'êtes pas très visuel. Prenez vos temps de départ. Cette semaine, je pense qu'il n'y a plus beaucoup en fin de semaine. Ça a dû faire un bien fou au gazon. Donc, les conditions vont être assez belles cette semaine et la fin de semaine prochaine. Profitez-en. Prenez vos temps de départ tout de suite. 819-522-6622. Bouquez-vous ça en groupe puis allez faire un tour. Là, les conditions vont être malades mentales. Donc, profitez-en. Golfez en masse. Et on se reparle demain matin. All right. Ciao tout le monde.